social avec mobilisation de plusieurs cercles communautaires, etc. Je ne reprends pas tout ce que je viens de dire. Mais effectivement, cette internalisation est très forte. Alors, 2 minutes, on va pour faire la théorie, c'est bien, c'est bien. Donc, sur la théorie, c'est aussi une question économique. Alors, on sait que je n'aurai pas le temps de présenter visiblement ici. En fait, on s'est rattaché certes à Polanyi, parce que dès qu'on parle du don, on parle de Polanyi. Et comme je suis tunisienne, je prenais Keynes aussi. Bon, pas pour le plaisir, mais parce qu'aussi, ils ont un regard différent sur, ils ne sont pas les seuls, mais sur ce que peut être l'économie et la vision économiste à tout prix. Et le don, on est un petit peu en dehors, forcément. Donc, toutes ces citations célèbres de Polanyi et de Keynes que j'aime beaucoup. Donc, le don est une ressource monétaire qui est oubliée par la science économique, de fait, ça ne génère pas de profit. La science économique s'intéresse à la formation de profit d'une façon ou d'une autre. Donc, pour aller chercher qui nous parle du don, Auguste Comte, il est économiste, et lui va s'intéresser beaucoup sur les motivations du don, pourquoi on va donner et pourquoi il y a transfert. Marcel Mauss, c'est celui qui est le plus mobilisé quand on parle du don, bien entendu, avec toute son étude sur le don contre don. Et puis Polanyi, alors Polanyi avec ses systèmes de relations spécifiques. Donc, Polanyi, qui nous décrit donc 4 modèles d'intégration économique. Polanyi, c'est substantif, c'est théorique. Hein. Il n'observe pas nécessairement, mais il s'agit de penser les choses. Donc, il y a 4 principes, le parsi, la réciprocité, la redistribution, le marché. Donc, la réciprocité, c'est là où est le don, il y a symétrie entre les agents économiques. La redistribution, c'est l'État, et le marché. Donc, on est vraiment sur des transactions. Alors, attention, chez Polanyi, il y avait un cadre relationnel, que je viens de citer, avec symétrie, centricité, etc. Mais il y a aussi une dimension institutionnelle. On ne peut pas penser le relationnel sans penser aux institutions qui vont avec. Et effectivement, si le don, pour en revenir à ceci, si la finance participative évolue, elle va nécessairement transformer, ou en tout cas heurter les institutions. Du principe de solidarité, de réciprocité, on va aller vers une maximisation des profits. C'est intermédiaire financier, et bien entendu. Donc, je n'ai pas dit, mais il y a aussi une mise en concurrence des dons au sein des plateformes. Donc, si ça, c'est pas du marché, si c'est pas de la concurrence, c'est quand même compliqué. Petit exemple, aux États-Unis, maintenant, il y a des étudiants en comité d'instruction qui font du crowdfunding pour financer leurs études. Et donc, vous imaginez la campagne de levée de fonds, à quoi ils peuvent ressembler. On jouait sur les qualités diverses et variées, et c'est assez cruel pour les autres, c'est assez cruel. Enfin, voilà. Donc, le cadre relationnel polanien, si on reprend, il y a une marchandisation des transferts, le don devient marchand, il y a une distanciation des relations sociales avec une monétisation, ce que je disais tout à l'heure, les cercles sont de plus en plus larges, mais le cadre institutionnel aussi se transforme, puisque les institutions existantes autour du don, évidemment, vont pâtir, en tout cas, vont évoluer nécessairement avec cette captation du don, qu'on peut juger bonne ou mauvaise, peu importe, mais en tout cas, les choses évoluent. En 30 secondes, Keynes, la finance libérale. Keynes n'a jamais parlé du don, c'est un économiste, mais Keynes devient intéressant malgré tout parce que il parle de l'État, il parle des conventions de mimétisme et il parle de la théorie monétaire. Ici, quand même, on a des questionnements au niveau de la redistribution. C'est aussi un principe polarien. Redistribution, j'ai dit très rapidement tout à l'heure, on a vu ça avec Notre-Dame, on a vu ça avec ces cagnottes-là, où finalement, les grandes entreprises vont dire « Ah mais moi je choisis où est-ce que je mets mon argent ». Et donc, on évite de
je fais de l'évasion fiscale, mais je donne là où je veux. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, ou en tout cas, ça devient un outil pour se dédouaner de la fiscalité. Remise en cause des conventions, c'est strictement ce que je viens de dire à peu près avec. Et puis la théorie monétaire, je vais faire très très court, financer à partir d'un stock, ça peut être éventuellement un problème d'un point de vue de la macroéconomie pure, mais je ne suis pas encore ici. Merci. Très bien, on passe à la prochaine présentation. Donc, le management des risques à l'ère du sociétal, le cas de la HSBC. Je vous présente aujourd'hui un travail de recherche sur le management des risques dans le secteur bancaire. Le plan de la présentation est le suivant. Je vais commencer par présenter tout d'abord le contexte de la recherche, annoncer la problématique et les objectifs de cette recherche, vous présenter le cas théorique et le cas de HSBC. Donc, pourquoi avoir choisi la gestion du risque? Eh bien, parce que la présence du risque gagne du terrain, appelant de la part de chacun d'entre nous une responsabilité d'ordre planétaire qui doit, au sens d'Arnaud, à l'instar de tout remède efficace, remonter la chaîne de causalité pour s'appliquer efficacement à l'origine première du danger afin de mieux en limiter les effets futurs. Donc, l'auteur met en lumière l'importance de détecter et de gérer le risque. S'agissant des institutions financières, la gestion des risques est au cœur de leur activité. Chaque entité se trouve confrontée à un ensemble de risques affectant plusieurs niveaux de l'institution, d'où la nécessité de se doter d'un système d'information efficace et fiable. Pourquoi? Puisque la gestion des risques se nourrit continuellement d'informations. Par ailleurs, l'évolution de l'environnement des institutions financières suscite aujourd'hui un changement stratégique et opérationnel qui peut se traduire par une adaptation de leur modèle de gouvernance, de leur méthode, mais aussi de leur processus de gestion. Très souvent, les informations relatives aux risques ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont négligées par les institutions financières, en particulier les banques. Comment définir les risques ESG? J'ai retenu la définition de l'Observatoire de la responsabilité sociale d'entreprise qui considère que la caractéristique principale des risques ESG est de s'intéresser à l'impact potentiel des parties prenantes sur l'entreprise, mais aussi au risque que cette dernière fait peser du fait de son activité sur ses parties prenantes et son environnement. Plusieurs auteurs s'accordent sur le fait que la prise en compte des risques ESG prend une place grandissante dans les préoccupations des entreprises, des investisseurs, mais aussi des autorités. Pour Cauvin, il est grand temps d'accélérer les efforts consistant à intégrer davantage les risques ESG dans la conception des processus et dans tous les métiers de la finance. Donc, dans ce contexte, les banques ne peuvent plus se permettre d'ignorer ce type de données dans la conception de leur processus et dans la gestion des risques. Dans cette perspective, nous avons initié une réflexion en vue de comprendre comment les risques ESG sont pris en considération
dont le cadre de la gestion, donc dans la définition du cadre de la gestion des risques au sein des institutions financières. Il convient de préciser d'emblée que la vocation de ce travail de recherche n'est pas de traiter techniquement la gestion des risques, mais de proposer une vue d'ensemble afin de comprendre la manière dont le risque est gouverné et géré par les institutions financières, en particulier avec l'émergence des facteurs ESG. Cette recherche a deux objectifs. Premièrement, définir les frontières de la gouvernance du risque dans le secteur bancaire, en vue de comprendre les nouvelles pratiques en matière de la gestion du risque. Deuxièmement, montrer que le développement d'un système de management performant a besoin d'une culture d'innovation et donc inévitablement de risque. Le cadre théorique. Le champ des risques se transforme continuellement par l'apparition de nouveaux facteurs pouvant, dans certains cas, être prévisibles. Donc cela rend l'ambition de gérer le risque beaucoup plus crédible et en mesure de transformer les incertitudes en opportunités, au sens de donc il nous a paru naturel de s'intéresser au paradigme de la perception du risque afin de mieux appréhender son intérêt grandissant et ainsi contextualiser notre recherche. Donc, pour comprendre ces transformations, nous avons remonté jusqu'aux années 60 avec les travaux de Starr, sur la rationalité du risque. Donc cette définition conçoit le risque d'une manière scientifique, donc, où sa mesure ne peut être que rationnelle et non sujette à des interprétations diverses de la part des individus, puisqu'elle ignore le poids de leur comportement dans l'appréhension du risque. Quant à l'intégration des critères qualitatifs dans l'appréhension du risque, elle a vu le jour avec les travaux de Lawrence sur l'acceptabilité du risque. Et donc cette définition met en doute la rationalité indiscutable de l'évaluation du risque. Et donc considère le comportement des individus ou le poids du comportement des individus dans l'appréhension et l'évaluation du risque. Donc, le poids des comportements des individus dans l'évaluation du risque se voit renforcé avec les travaux de Lawrence, pour qui la détermination du risque doit aussi considérer l'importance des conséquences pour les individus. Il ajoute que dans la mesure où elles sont subjectives, les évaluations des conséquences dépendent de chaque situation. La tendance s'amplifie davantage avec les travaux de Fischoff qui stipule que toutes les informations et données concernant le risque relèvent en réalité de la perception et donc certains aspects doivent résulter forcément d'un jugement. Nous pouvons citer également les travaux de Carson, 1962, qui a fourni un véritable travail de sensibilisation quant aux enjeux ESG et a participé à la création en 1970 de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. L'auteur s'est intéressé aux interconnexions qui existent entre l'environnement, l'économie et la qualité de vie. La perception du risque et la notion de culture ou la théorie culturaliste, une des évolutions majeures dans le domaine de la gestion des risques réside dans le lien qui a été établi entre la perception du risque et la notion de culture. Herskovitz considère que les jugements sont basés sur l'expérience et l'expérience est interprétée par chaque individu en fonction de sa culture. Douglas développe l'idée que la notion de perception ne peut être dissociée du contexte social et culturel, ce qui a été le fondement de la théorie culturaliste. Kernisch pousse l'analyse un peu plus loin et pour l'auteur, la théorie culturaliste donne pour objectif de combler l'absence de la théorie globale, établissant
une relation entre culture et forme sociale. L'auteur fait la distinction entre culture et forme sociale. Et il faut comprendre le terme culture comme l'ensemble des croyances et l'expression forme sociale comme la manière dont sont structurées les relations interpersonnelles. Plusieurs lectures de la théorie culturaliste ont été proposées. Nous pouvons citer les travaux d'Adams qui situent chaque prise de risque dans son contexte social et culturel. Pour Adams, le profil psychologique, les compétences et les données dont dispose chaque individu sont des facteurs susceptibles d'influencer sa perception du risque. La théorie socio-constructiviste, avec les travaux de Reiner, par différence avec la théorie culturaliste, le paradigme socio-constructiviste prend en compte à la fois la culture et la nature. Donc pour Reiner, le risque est fondé sur une compréhension de relations complexes impliquant des humains et des non-humains. Le risque est la vague des mouvements environnementalistes américains. Il importe de souligner la contribution des mouvements environnementalistes américains. L'intérêt porté à ces mouvements s'explique par la grande influence que ces mouvements ont exercée sur la société américaine, mais aussi sur le reste du monde. Ils ont grandement participé à instaurer une culture de responsabilité et de risque. Hospital établit le lien entre ces deux cultures et considère que la responsabilité fondée sur le risque est une responsabilité objective. En effet, il s'agit d'une responsabilité qui ne porte pas de jugement de valeur sur les actes du responsable. Elle fait supporter aux individus la responsabilité qu'ils génèrent pour autrui en raison des activités qu'ils pratiquent. Fort de leur succès et grande influence, les mouvements environnementalistes américains ont fait beaucoup d'encre. Des analyses psychologiques, historiques, mais aussi en matière de risque ont été proposées. On peut citer à titre d'exemple les auteurs de Risque et culture, Douglas et Vygotsky. Donc les auteurs reprochent aux sciences sociales de semer la confusion sur le risque en opposant la réalité du monde extérieur au profil psychique de l'individu. Donc cette dissociation a bien évidemment un impact sur le traitement du risque, lequel est isolé de toute perception individuelle. Nombreux sont les travaux ayant mis en avant les bienfaits de la démarche de concertation prônée par Douglas et Vygotsky. Et on peut citer donc, à titre d'exemple les travaux de Dare, pour qui cette démarche est nécessaire afin de relever et maîtriser les défis écologiques. Dans le même état d'esprit, Mayer a argumenté en faveur d'une lutte collective pour préserver l'environnement. Pour Jacquard, l'action de protéger la nature est une affaire de respect entre les générations et relève d'une relation contractuelle. Le deuxième point concerne l'analyse du comportement des institutions financières en matière de gestion de risque. Donc là, la théorie ou l'apport des conventions. La théorie des conventions est souvent présentée comme un cadre conceptuel cohérent pour analyser le comportement des banques en matière de mise en avant de la responsabilité sociale d'entreprise dans leur activité. Husserl considère, ce que confirme Goldman en 1997, et Husserl considère que la théorie des conventions présente
de nombreux apports intéressants à la fois pour l'organisation et pour l'individu. De plus, donc le déploiement de cette théorie dans le domaine du changement organisationnel met en valeur ces apports et accroît sa légitimité en tant que cadre d'analyse riche et cohérent. Le deuxième point concerne l'adhésion des banques aux normes volontaires. L'activité bancaire est régie par un cadre réglementaire global et sophistiqué et dont l'application fait l'objet d'un contrôle strict. En parallèle, des normes, des règles et des approches volontaires se développent. On peut citer les principes d'Équateur, les normes de la GRI, les autres cliniques, etc. Dans leur discours, mais aussi dans leur rapport de gestion, les banques font de plus en plus référence à ces normes volontaires. Soit pour montrer leurs engagements en faveur du développement durable, soit pour améliorer et augmenter la transparence de leurs activités en vue de véhiculer une image positive au grand public et par conséquent s'afficher en tant qu'acteur responsable. Et dans ce sens, la théorie des conventions pourrait constituer un cadre d'analyse cohérent au sens de Pegman et Hall. Font-Gomez, la convention polycentrée organise et détermine le fonctionnement d'un système fondé sur des interprétations individuelles. Donc, Gomez met en avant les accords de la théorie des conventions et fait la distinction entre ce qu'on appelle la convention monocentrée et la convention polycentrée. La convention est si riche et qu'il n'y a pas d'espace pour que les agents aient à interpréter la pertinence de son application. Elle s'occupe de tout. C'est ce qu'on appelle la convention monocentrée. La cristallisation que forme la convention est en effet maximum lorsque la convention émet l'information la plus faible, laissant à l'interprétation des individus la responsabilité de son application. C'est ce qu'on appelle la convention polycentrée. Pour schématiser donc, la convention polycentrée qui représente un cadre d'analyse extrêmement riche dans le sens où chaque entité est pour la banque l'institution créatrice de valeur. Donc c'est quoi l'information faible? L'information faible au sens de Gomez représente les lignes directrices tracées par la direction concernant les priorités et les orientations stratégique de la banque. Donc la faiblesse de l'information ne fait allusion en aucun cas à sa qualité. Donc, la responsabilité qu'incombe à chaque entité en matière d'identification, de suivi, de contrôle et de pilotage de risque élargit sa sphère d'action et optimise son agilité. Mais donc, l'exercice de cette responsabilité a besoin d'orientation générale déclinée sous la forme d'objectifs clairs et précis. C'est ce que Gomez appelle information faible. Deuxième point, le principe de l'amélioration continue. Donc, s'agissant de l'amélioration continue, ce principe trouve son sens dans la recherche permanente de processus plus sophistiqués de gestion de risque. Ainsi, la prise en compte de plus en plus de facteurs extra-financiers vient conforter cette volonté. Je vais passer directement aux travaux de Meadows sur l'amélioration continue. Donc, pour mieux cerner le cadre de l'amélioration continue, il convient de distinguer entre 4 acteurs, les concepteurs que Meadows appelle les acteurs moraux et qui sont responsables de la définition des priorités et orientations stratégiques de l'institution. Et donc, les concepteurs déclenchent le circuit des principes de la RSE.
dans le système de management de l'institution. Les développeurs sont responsables de la diffusion des bonnes pratiques auprès des collaborateurs. Les opérationnels, donc la qualité de l'interaction avec les développeurs, mais aussi leur implication, exerce donc, un impact sur la qualité du système de l'amélioration continue. Les contrôleurs, Madoz appelle les contrôleurs les gardiens de la vie sociale. Les contrôleurs sont responsables de l'application des normes, donc du cadre référentiel défini par la banque. Je passe au cas de la HSBC. Donc là, je vais passer directement au cadre de la gestion globale de la HSBC qui s'articule autour de 4 composantes. Donc la culture du risque, la gouvernance, le cadre d'appétence au risque et le modèle opérationnel de contrôle. Donc la banque présente la culture du risque en tant que pilier de sa gouvernance. Le cadre d'appétence est déterminé en fonction de sa culture du risque. Le modèle opérationnel de contrôle s'exerce en trois points. Par du modèle de contrôle de la HSBC. Pour les risques identifiés par la banque, donc j'ai eu l'occasion d'étudier les rapports de gestion de la HSBC de 2012 à 2017. Donc la banque a intégré en 2016 le risque réputationnel et le risque environnemental et social. Pourquoi il est important de préciser la date? Parce qu'en 2015, la HSBC a été impliquée dans une affaire de fraude fiscale de plus de 189 milliards d'euros et qui a touché 89. La banque définit un cadre de la gouvernance des risques ESG. Ce qui est intéressant dans ce cadre de gouvernance des risques environnementaux, c'est le lien que la banque établit entre les principes de durabilité et les résultats. Même si le lien même s'il s'agit d'un lien indirect, donc la banque fait référence au principe de durabilité dans les résultats qui touchent au produit, sa politique RH, etc. Donc, pour conclure, donc deux points importants qui résultent de cette recherche. Le premier concerne l'adoption des normes volontaires qui ne cessent de prendre de l'ampleur et la théorie des conventions nous éclaire sur cette tendance. La prise en compte des facteurs ESG s'inscrit donc dans le cadre d'une approche d'amélioration continue et donc une approche systémique qui fait donc apparaître les quatre facteurs que j'ai présentés. La prise en compte des facteurs ESG montre l'efficacité des processus de la gestion globale. Merci. Merci Elisa. Moi je vais très rapidement m'intéresser à quelques points en prenant dans l'ordre de présentation. Je ne vais pas évidemment être exhaustif dans ma tâche de modérateur vu la richesse du contenu des papiers. D'abord, je suis impressionné par les 3 papiers, et vraiment très très séduit, et notamment par cette tentative extraordinaire de vouloir définir la finance durable. Et ça, je vais en dire un mot. Mais ce qui est intéressant, ce 3 papiers qui s'emboîtent. On commence par la finance durable, on fait un focus sur le crowdfunding, les dons, donc une forme de finance durable, le périmètre va jusque-là. Et ensuite un focus sur l'extra-financier au fond, les risques extra-financiers qui font partie du périmètre. Alors évidemment,
je voudrais, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Roland. Parce que Roland pousse